Ce matin, la météo s'annonce plutôt favorable avec du soleil et une vue assez bien dégagée. Vous verrez, faites le voyage avec nous, les paysages à venir sont parmi les plus beaux d'Islande. L'étape du jour va nous conduire tout d'abord au lac Mývatn, un paradis naturel pour la géologie, la flore et l'ornithologie. Nous quittons pour un temps le confort de la route goudronnée. Au loin, avec cette météo plus ou moins clémente, nous apercevons plusieurs sortes de sommets de montagne. Celles classiques en forme de cône, des volcans comme on en a l'habitude, et d'autres de type tabulaire, soit avec un sommet plat, qui sont aussi des volcans, mais qui ont fait leur éruption sous les glaciers et n'ont donc pas pu se développer normalement. Nous apercevons maintenant le lac, un plan d'eau de 37 km² avec une profondeur maximum de 4,50 m, parsemé d'îlots aux rivages très découpés, sculptés par les éruptions de lave du complexe du Ludan il y a environ 3800 ans. Il est situé à l'ouest du rift de la dorsale médio-atlantique. C'est une zone à très forte activité sismique. Même si ces eaux sont couvertes de glace 7 mois par an, à l'abri de la calotte glaciaire du Vatnajökull, la région jouit d'un excellent ensoleillement. C'est pourquoi la région était habitée dès les débuts de la colonisation. Au XIVe siècle, on extrayait alors le soufre, exporté vers le continent pour en faire de la poudre à canon. L'agriculture y était relativement prospère. La route 848 rejoint la route circulaire et nous conduit au sud du lac, vers un petit hameau. De là, une courte promenade nous amène sur un site occupé par des pseudo-cratères. Aujourd'hui, tout a l'air très calme et serein, mais ce qui a sculpté ce terrain, c'est une succession de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques et d'inondations par les rivières environnantes, un processus qui est loin d'être terminé, puisque cette zone a journellement des secousses sismiques, d'ailleurs pas toujours perceptibles par l'être humain. Bon, alors on est au bord du lac Mývatn, le lac des mouches. Là maintenant on est au bord d'un faux cratère, c'est-à-dire une formation donc qui s'est produite il y a à peu près 2000 ans lorsque de la lave très chaude est arrivée sur ces terrains humides. En effet, s'il s'agissait d'un vrai cratère volcanique, on devrait y trouver une cheminée. Il y a donc tout un ensemble là, de faux cratères très réguliers. C'est assez exceptionnel ici en Islande. C'est vraiment le plus bel ensemble de pseudo-cratères qu'on puisse trouver en Islande. Il y en a d'autres. Pourquoi il y a toute cette eau? Ah non, mais ça c'est différent. Ça c'est l'eau qui s'est accumulée, les eaux de pluie, les rivières, plus ou moins. Donc il y a plein de nappes d'eau, puisqu'en fait, en dessous, là vous avez une couche de sédiments. Puis en dessous, vous avez de la lave, et cette lave, c'est un vrai gruyère en fait. On en verra un exemple cet après-midi à ce qui s'appelle Greotagjá, où vous verrez, c'est tout creux. Et donc il y a des nappes, soit d'eau froide, soit d'eau plus chaude, puisque le magma est très proche de nous, enfin quelques kilomètres sous nos pieds, mais quand même, on est en pleine zone active ici. Prochaine étape, Dimmu-Borgir, soit château de lave, né il y a 2000 ans. Vous avez la lave là qui a coulé sur les terrains, en fait, ils sont chauds. Et donc, petit à petit, donc, ça commence à se solidifier sous l'effet de la chaleur, il forme de la vapeur, etc. D'accord ? Alors, en fait, ça se solidifie irrégulièrement, contrairement à ce qui est dessiné d'ailleurs. Et à un moment donné, le lac va se déboucher. Et donc, tout ce qui n'est pas encore solidifié va s'écouler et va rester ces espèces de tours comme ça que vous voyez, vous allez voir un peu partout. Avec un peu d'imagination, on va pouvoir reconnaître certaines formes. Et moi, tu m'as vu?
Un autre site spectaculaire, c'est la faille qui coupe en deux l'Islande suite à l'éloignement des plaques tectoniques nord-américaines et européennes. On en a déjà vu une autre présentation à Thingvellir. Sur sa crête, une énorme balafre qui court longitudinalement jusqu'à la montagne de la Source Chaude. Ouf, c'est plus facile à prononcer en français. Le regard tombe sur d'impressionnantes crevasses à l'instar de celles que l'on voit sur les glaciers. Voici une photo de la grotte Criotagia, formée par une poche de gaz au moment de l'éruption, aujourd'hui fermée au public vu les dangers de la baignade. Un dernier regard sur le lac Mivat pour nous engager dans une zone totalement aride, avec de nombreuses sources de vapeur chaude et des collines aux couleurs variées en fonction de leur composition minérale. Sur la gauche, un lac volcanique qu'il vaut mieux ne pas fréquenter car la température peut être extrême par place. Le Namaskar se situe à l'ouest du lac Mivat, un site qui nous permet d'observer d'autres manifestations du volcanisme. Les marmites de boue bouillonnantes qui éclaboussent leur pourtour, les fumerolles, les dépôts colorés de soufre et les solfatares. C'est de cette montagne que l'on a longuement exploité le soufre. En raison de l'éloignement des plaques, le magma, habituellement à 50 jusqu'à 150 km en profondeur, n'est ici plus qu'à 2 km. Pour les individus au nez délicat, troquez vos filets de protection anti-mouche pour le lac Mivat contre un pince-nez. En effet, il se dégage une odeur d'œuf pourri. Sur ce terrain, rien ne pousse à cause de la chaleur et de l'acidité du sol. D'ailleurs, la neige ne tient pas non plus en hiver. Respectez les barrières de protection qui sont placées pour votre propre sécurité. Un bain de pied entraînerait d'intenses brûlures. Vos semelles risqueraient de revenir avec quelques souvenirs volcaniques, un peu comme notre goudron frais. Par contre, gardez vos oreilles bien ouvertes pour ce concert de sifflements de cocottes minutes, de clapotis dans les marmites de boue, quand ce ne sont pas de sourds grondements sous les semelles de vos chaussures. Les émanations composées de dioxyde de carbone, d'ammoniac et de gaz sulfurique décomposent le sol et dessinent des palettes de couleurs. Notre prochaine étape, c'est la grande cascade de Dettifoss. En chemin, nous constatons que l'on tente de récupérer les terres désertifiées en plantant des graminées, ceci avec un certain succès. Cette cascade, il faut la mériter, surtout sous la pluie. Il semble que c'est une obligation lorsqu'on en visite une. Après un chemin de 20 minutes dans un champ de lave, apparaissent d'abord des nuages de vapeur d'eau, puis un sourd grondement qui s'intensifie. Une chute de 45 mètres sur une centaine de mètres de large et un débit qui va jusqu'à 200 mètres cubes par seconde. En un mot, la cascade la plus puissante d'Europe. Cette chute est due à la formation d'une faille normale liée à la divergence de hauteur des plaques tectoniques européennes et américaines. En amont et en aval de cette cascade se trouve un chemin de randonnée pour rejoindre deux autres cascades moins importantes. Cela permet de bien observer les colonnes basaltiques. En observant le terrain, on a l'impression de se trouver en plein désert. Et pourtant, il y a de l'eau et même des moutons un peu effarouchés. Encore un petit détour pour voir un de ces petits arrêts en bordure de route avec sa petite église, mais sujet plus intéressant, on y construit une maison avec utilisation de la tourbe.
Comme chez nous, lorsqu'on crée un gazon, on découpe dans le sol des plaques de dimensions définies amenées sur place. Celles-ci sont empilées en décalé puis coupées avec une scie à la taille exacte. Dans le cas présent, on remonte jusqu'au bas des fenêtres, mais cela pourrait être plus haut. Chaque pièce est ensuite tassée avec le plat de la main pour une meilleure adhérence. Je pense qu'il faut qu'il reste tranquille et puis de s'occuper. En traversant ce grand désert où les moutons vivent en liberté, nous passons des territoires du nord à ceux de l'est et allons bientôt descendre à nouveau au niveau de la mer vers Egilsstaðir, une petite ville de 2300 habitants environ. La localité est très récente puisqu'elle ne fut fondée qu'en 1947 comme centre administratif dans l'est du pays. Sa croissance est conditionnée par le passage des touristes qui arrivent de l'Europe par ferry à 25 km d'ici, par sa fonderie d'aluminium et son usine hydroélectrique. Profitez d'admirer les montagnes devant vous, celles qui abritent l'un des plus grands glaciers d'Europe, le Vatnajökull.